Bien, merci beaucoup, Marie-Maude, pour ton invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir ici, de revoir toute l'équipe et d'être à nous. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont déjà été dites, mais ça donne un peu le tournis en fait, je trouve. C'est-à-dire que oh là là, comment est-ce qu'on va faire pour prendre en compte tout ça? Donc c'est un petit peu à cette question qu'on a été confronté et je veux simplement vous proposer un modeste parcours de réflexion jusqu'à la mise en place d'un début d'organisation. Donc on est vraiment dans quelque chose de tout récent. Alors, je ne vais pas le commenter, mais Madame Compagnon en a déjà parlé. Il y a beaucoup d'engagements nationaux autour de soutenir les familles, reconnaître leur expertise. Mais c'est une histoire ancienne, puisque dès le Teach, en fait, il y avait déjà une considération que le parent était cothérapeute. Euh, Marie-Maud nous l'a expliqué tout à l'heure. Il y a une évolution hein, dans le positionnement du parent. Cette évolution, si on veut la résumer, c'est avant, il devait être cothérapeute, mais un cothérapeute pour la généralisation. Maintenant, il est parfois le seul thérapeute réel qui permet, en tout cas dans le PAC par exemple, qui permet de l'amélioration des symptômes de l'enfant. Alors, tout ceci conduit parfois certains auteurs, il ne faut pas quand même négliger cette dimension, à se poser la question de ce nouveau positionnement des familles. Qu'est-ce qu'on leur fait porter finalement aux familles? Est-ce qu'on ne les rendrait pas spécialistes par obligation? Hein, puisque maintenant, il faut faire les choses très précocement et on sait que ça a des conséquences au niveau du stress parental, des parents qui arrivent en disant j'ai pas fait assez vite. Est-ce que je suis assez rapide? Et puis aussi, bah, finalement, certains auteurs évoquent un possible glissement d'un sentiment de responsabilité, de culpabilité, même hein, parfois, ressenti par les familles du fait même, et ça, quand on est parents, on est tous soumis à ça, du fait même qu'un enfant a des troubles, on s'en sent responsable. Est-ce qu'on ne fait pas glisser les choses vers une responsabilité vers l'avenir? Voilà. Et est-ce que les parents sont tous égaux face à cette proposition? Donc, avant de se lancer dans l'aventure, on se dit, bon, bah, OK, est-ce que ça répond bien à un besoin? Quel besoin? Un besoin de l'enfant, besoin des familles. Alors, on en a déjà parlé, hein, mais quand même, c'est clair, hein, ça vous a été exposé. Par exemple, dans le pacte, c'est très clair. Les enfants ont besoin d'être compris par leurs parents. Et il y a euh, une interaction qui se met en place qui fait que bah, peut-être les parents sont beaucoup plus en difficulté pour comprendre les besoins de leur enfant. Hein, on a parlé, hein, je ne vais pas le développer puisque ça a déjà été évoqué, diminution, atypicité des signaux de communication, comportement atypique. Donc les parents sont perplexes. On observe des diminutions de synchronie, ça a particulièrement bien été objectivé dans la relation parent-bébé, et un style de communication plus didactique qui redirige l'attention de l'enfant vers le parent. Cet enfant ne répond pas, donc on essaie d'activer, alors qu'on sait que l'enfant, il a son attention concentrée sur autre chose et que le shift d'attention est très compliqué pour ces enfants-là. Donc, corollaire, moins d'opportunités d'apprentissage de communication sociale et peut-être aussi difficultés dans la reconnaissance des particularités, des troubles, puisque cet enfant ne comprend pas. Donc, les enfants ont besoin d'être compris par les parents. Donc, il y a quelque chose à faire de toute façon au niveau des parents. Les besoins exprimés par les familles, on les retrouve dans la dernière présentation de Marie-Maud Geoffrey. Là, c'est juste une étude, mais il y en a beaucoup hein, qui disent à peu près la même chose. En tête de file, donc c'est les petites colonnes noires, en tête de file, bah, c'est les difficultés de communication. C'est la première demande parentale. Mais il y a aussi les challenging behavior, donc les comportements des filles, les compétences de vie quotidienne. Donc on retrouve un peu partout la même chose. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des indices de satisfaction. Les parents sont particulièrement satisfaits s'il y a des aides. Alors, à l'école, les plébiscités l'AVS. Et puis sinon, bah, les aides ou les trainings pour manager les besoins d'enfants ou implémenter un traitement. Donc, encore, on se dit, bon, c'est bien, thérapie guidée par les parents, c'est nécessaire. Plébiscité. Mais il y a aussi des besoins un petit peu plus masqués. On a commencé à parler du stress, là, dans les différentes présentations. Oui, les parents qui ont des enfants avec troubles du spectre de l'autisme sont soumis à des stress chroniques, l'isolement, la puissance apprise et plein d'autres choses qui font qu'on repère beaucoup d'anxiété chez eux, voire carrément des véritables dépressions.
comme ça a été dit également, les entraînements parentaux, est-ce que ça diminue le stress? Il semble pour certains, pour d'autres, c'est moins clair par des mécanismes directs. Mais peut-être que quand même, on pourrait avoir dans certains cas un effet positif sur la santé psychologique du parent. Malgré tout, alors c'est très paradoxal parce qu'on se dit, bah, les enfants en ont besoin, les parents le demandent, peut-être que ça peut avoir un effet positif, et puis parfois, on se retrouve à proposer ces techniques, et puis le parent ne vient pas, le parent dit non, je ne peux pas, je ne peux pas me libérer, c'est pas le moment, etc. Donc c'est comment on fait avec ça? Alors, vraiment, la barrière principale, soyons très pragmatiques, hein, et qui a été décrite depuis longtemps dans tous les groupes d'éducation thérapeutique, c'est le manque de temps par rapport aux activités professionnelles, l'organisation personnelle, la garde des enfants. Voilà. Donc, ça, il faut en tenir compte. Ensuite, il y a l'adéquation entre les propositions et les attentes multiples. Hein. Beaucoup d'attentes et beaucoup de besoins différents de la part des familles. Comment peuvent s'améliorer les troubles de mon enfant? Comment je peux comprendre mieux mon enfant? Comment je peux comprendre mieux l'autisme? Comment on fait pour remplir le dossier ADPH? Ça peut aller de choses très, très pratiques à des choses beaucoup plus complexes. Donc, comment faire le tri là-dedans et comment organiser? Et puis, les parents ont-ils vraiment la possibilité de réaliser un choix éclairé? Et qu'est-ce que c'est que ce choix éclairé? Je vais revenir. Enfin, la disponibilité, l'état psychologique du moment. On en a beaucoup parlé avec le groupe qui est mis en place en Angleterre, avec la CT. C'est vrai, il y a stress, anxiété, dépression. Donc, est-ce que c'est bien le moment? Évidemment, si un parent a une dépression, peut-être qu'on ne va pas l'engager tout de suite. Il faudra peut-être passer par une prise en charge de la dépression avant qu'il vienne à faire du pacte. Mais il y a une autre notion, je trouve, qui est très importante, qu'on repère moins dans les études, c'est l'ambivalence. Et on y est tous confrontés en pratique à cette ambivalence parentale. Il a dit oui, mais il ne vient pas. Donc, il y a des choses qui sont un peu plus faciles à régler, la disponibilité, l'organisation pratique du temps, du moment, encore que facile à régler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner aux familles le choix de la durée, du rythme des propositions, proposer une modularité. Est-ce qu'on est en capacité de proposer cette modularité? Et qu'est-ce qu'on peut proposer sur ce plan? Ensuite, il y a l'adéquation entre les propositions et les attentes. Il va falloir recueillir ces attentes parentales, qui recueille, qui en fait quoi? Ensuite, il faudra que face à ces attentes, il y ait une clarté sur ce que propose le suivi qui va être justement proposé à la famille. Et que ce soit clairement expliqué à la famille. Enfin, que le parent ait en tête cette complémentarité, parce que souvent, la famille veut tout, le meilleur, hein, c'est normal, mais c'est complémentaire, là vous pouvez trouver ça, là vous pouvez trouver ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Et pour ça, il faut que nous, euh, qui allons recueillir ces attentes parentales, qui avons en charge ces familles, nous ayons une vision claire de tous les types de propositions, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, le choix éclairé, eh bien, complexe. Le fait même que ces troubles sont dans le cadre d'un spectre, donc avec des présentations cliniques variées, le fait même que ce soit un trouble du neurodéveloppement, donc ça évolue au fil du temps, au fil du développement. L'individualisation de la proposition thérapeutique basée sur les caractéristiques de l'enfant, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de guideline. Il y a quelques pistes, hein, par exemple. Donc là, les auteurs nous donnent le fait que si l'enfant a déjà quelques mots, initie l'attention conjointe, peut-être que c'est mieux de l'orienter vers une méthode qui utilisera le verbal. Et puis sinon, s'il n'y a pas du tout de mots, il n'y a pas du tout d'attention conjointe, proposer le texte. Ça, c'est voilà, c'est cet auteur qui nous dit ça en ayant corrigé toutes ces études. Bon, mais ce n'est pas un guideline officiel. Quelle est l'individualisation basée sur la caractéristique de la famille? On a vu les adaptations réalisées dans PASS, hein, donc l'étude PACT en Inde, une nécessité finalement d'adaptation très importante avec des métaphores différentes. Donc l'impact de la culture d'origine est très importante, mais les données sociodémographiques également, les cultures familiales, on le sait très bien en thérapie familiale, hein, voilà, les valeurs.
Par exemple, cette étude de Winter qui est assez amusante, ils ont noté que l'engagement des pairs augmente avec la flexibilité temporelle des propositions. C'est bon, bah oui, les pairs travaillent, ils ont besoin que ce soit flexible, ok. La présence des visites à domicile, là, c'était moins évident. Et puis encore moins évident, la composante récréative de ce qu'on proposait. Alors ça, je l'ai observé parce que dans nos groupes, les pairs, ils ont adoré quand on les a fait jouer. Alors, la fameuse ambivalence, est-ce que c'est un frein à l'engagement? Alors, dans les thérapies comportementales, de ce point de vue, l'ambivalence n'existe pas, c'est-à-dire que c'est un non-problème. Les parents ont besoin et réclament ces engagements dans des thérapies médiées par les parents. Donc, ce n'est pas forcément extrêmement réfléchi dans une première partie des thérapies comportementales. Dans une vision plus psychodynamique, voire psychanalytique, on parle souvent du déni des troubles. Les parents ne voient pas les troubles, c'est ce qui bloque les choses. Bon. Peut-être plus intéressant, c'est de se replacer dans une temporalité du processus de mise en sens, on peut dire d'acceptation du diagnostic. Là, c'est par exemple une proposition. Il y aurait 4 étapes dans cette acceptation du diagnostic. Se former une image de différence. Déjà, mon enfant n'est pas tout à fait comme les autres. Première étape. Ensuite, commencer à questionner les signes, tel et tel signe, ça représente quoi ces signes, ça oriente plus vers ça. Voilà, je repère de façon plus précise. On est moins dans la grosse différence, mais dans quelque chose qui se précise. Donc le parent devient davantage observateur. Ensuite, se dire, bah oui, là, avec ces signes-là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et ça, on peut penser qu'à partir de ce moment, l'engagement dans les prises en charge va être facilité. Enfin, être convaincu qu'il s'agit d'autisme. Donc, on voit qu'à partir de la troisième étape, on va pouvoir davantage euh, avoir des propositions qui ont des chances d'être acceptées. Pour passer d'une étape à l'autre, ce n'est pas si simple. Ça va mobiliser l'émotion de façon très importante. À chaque fois, il faut une réorganisation émotionnelle. Donc, peut-être avoir en tête où se trouve le parent dans ce processus et comment l'aider dans son réaménagement émotionnel. Et puis, donc, une façon de voir les choses, ce serait selon le point de vue de Miller et Rodnick, qui, vous savez, ont travaillé sur l'entretien motivationnel, c'est-à-dire de dire simplement, l'ambivalence, c'est un processus normal. Hein, tout le monde est ambivalent. Et c'est un processus normal à chaque fois qu'on va prendre une décision. Il y a oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Euh, oui, j'y vais, c'est important. J'en ai besoin. Voilà. Je voudrais que ça s'améliore. Je veux tout faire pour mon enfant. Et non, ah bah oui, mais en fait, j'ai pas envie de changer telle et telle chose parce que je sais intrinsèquement que dans ma famille, on fait des choses comme ça. Est-ce que je vais être un bon parent si je le suis à faire ces jeux idiots que je ne comprends pas, alors il faut absolument qu'il apprenne les couleurs. Voyez, donc on va être dans des processus ambivalents normaux. Et donc toute l'importance de notre travail autour de la motivation, donc autour de cette ambivalence normale, et de faciliter la motivation. Je regarde là parce que je n'ai pas de petite... voilà. Et donc l'entretien motivationnel là-dedans va nous aider euh, puisqu'il a pour objectif de faire ressortir les arguments en faveur d'un changement et de montrer l'importance du changement pour la personne, sa confiance dans le fait qu'il va pouvoir changer, sa disposition, où il en est dans sa disposition à entreprendre ce changement. Donc ça nous a semblé être vraiment le complément qu'est-ce qu'il faut enseigner aux parents. Il faut aussi les accompagner à pouvoir accepter ces changements. Alors, donc, tout ça se réalise évidemment dans un cadre particulier et nous avons considéré que nous étions actuellement dans une situation plutôt favorable pour organiser quelque chose autour de ces questions. Dans le service du professeur Speranza a été développé pas mal de structures depuis une dizaine d'années.
avec une ouverture en premier, je crois que c'est en 2011, du centre diagnostic Pédiathède. Et puis après est venue la sous-unité Préval pour le diagnostic précoce pour les enfants de moins de 3 ans. Et puis ensuite, ouverture de l'unité d'IPA, l'unité Denver, qui utilise le modèle de Denver. Dans cette unité, donc, tous les soignants sont formés au Denver. Et aussi, finalement, on a été formé, enfin, on s'est formé sur le PESDM, c'est la partie parentale. Donc, c'est l'accompagnement des parents, la formation des parents à l'ESDM, parce que vous savez que l'ESDM est validé avec intervention des professionnels auprès des enfants, mais aussi formation des parents qui interviennent auprès des enfants à la maison. Donc, c'est un volet très important. Et puis, l'expérience aussi des groupes parents, puisque les groupes d'éducation, sur le modèle du groupe d'éducation thérapeutique, on en fait aussi depuis le début de DPA, donc à raison d'une fois par mois, pour les parents qui viennent à DPA, mais aussi en accueillant des parents qui viennent de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si on peut décaler la petite fenêtre, parce que du coup, on ne va pas voir ce qui est écrit en haut. Alors, DPA, ça veut dire dispositif d'intervention précoce en autisme. Voilà. Merci, super. Merci beaucoup, monsieur. C'était simple en fait. Donc, c'est ouvert récemment une PCO également. Et la PCO est un formidable moyen comment dire, d'atteindre, de communiquer avec les parents qui ont des enfants qui ont un TND. Donc, on va pouvoir avoir accès à ces parents, à ces familles et pouvoir leur faire des propositions assez précocement. Et puis, est en train de s'organiser le diagnostic niveau 2, parce que vous savez, les centres de diagnostic, c'est niveau 3. Alors, à la fois au sud des Yvelines, on appelle ça l'état de sud, en lien avec la PCO, et au nord, il y a l'UPDAP. Donc, on se dit, on a tout pour bien s'organiser. Alors, comment fait-on? Eh bien, pour l'instant, on part de l'existant, de ce qu'on connaît bien. Mais bien sûr, il y a d'autres professionnels qui proposent plein d'autres choses intéressantes dans les CLP. Je sais par exemple que, ou dans d'autres structures, hôpitaux de jour ou autres, ou c'est ça, ou associations de famille, où il y a des groupes de parents. Donc ça, l'idée, c'est de recourir aussi à ces propositions. Peut-être dans un second temps, on commence modestement parce qu'on connaît bien, parce que, voilà, c'est plus proximal. Par exemple, Pacte ou PESDM, la proposition, il y a des points communs, hein, je ne vais pas les détailler. Voilà, vraiment des gros points communs. Mais il y a quand même des différences. Et les différences sont du côté des objectifs, hein, des objectifs pour l'enfant. La grosse différence principale, c'est que le SDM s'adresse aux différents comment dire, sphères du développement, alors que le pacte, c'est uniquement la communication. En termes de rythmicité, il y a quand même un petit peu des différences. Une séance par semaine sur 12 semaines, donc c'est assez compact du côté du PSDM. Ça s'étale un petit peu plus du côté du pacte. Une séance pour 15 jours, puis une fois par mois sur 6 mois. Donc 15 jours, 6 mois, pardon, puis une fois par mois sur 6 mois. L'âge des enfants peut être aussi un critère. Hein, ça s'arrête vers 5 ans. L'âge de développement pour le PSDM, ça va jusqu'à 11 ans pour le pacte. Et puis, bien sûr, les modalités, on vous a expliqué, le pacte, c'est sur vidéo et c'est une découverte guidée. Ce ne sont pas des conseils directs. Le PESDM, ce n'est pas non plus des conseils directs, mais c'est principalement expérientiel. Donc, le parent joue avec l'enfant, puis temps de discussion avec le thérapeute, il joue à nouveau avec l'enfant. Alors, tout ça sur, évidemment, un thème qui se trouve dans le manuel, puisque c'est manualisé pour les parents. Et on reprend, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi la notion de répétition, donc expérientielle répétition, et de l'autre, beaucoup plus visuel, plus réflexion, discussion socratique. Donc, avec tout ça, on a proposé le projet Apprends-Parents, qui concerne tout parent habitant dans les îles d'enfants de moins de 7 ans présente un TND avec signe de risque de TSA ou un TSA. L'objectif, c'est de faciliter l'accès à un accompagnement parental, que ce soit en individuel ou selon les méthodes qui ont fait leur preuve, soit en groupe de parents. Et donc, l'idée, c'est de faciliter l'adhésion au changement lié au savoir-faire qui vont être développés, mais ça, en fonction des possibilités et des choix personnels du parent. Donc, on va essayer de proposer un parcours permettant aux familles
d'aboutir à un choix le plus éclairé possible, de savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent travailler plus tel ou tel aspect dans un premier temps? Est-ce qu'ils se sentent mieux avec le groupe? Est-ce qu'ils se sentent mieux en individuel? Est-ce qu'ils apprennent mieux en regardant? Est-ce qu'ils apprennent mieux en se jetant à l'eau et en jouant avec l'enfant? Voilà. Donc, ce projet est inscrit dans le PTSM, un plan d'action 2021-2025 de la CPT Sud-Yvelines. Et on a reçu une subvention de la CAF qui nous permet d'avoir un 0,2 ETP de professionnels. Donc, ma collègue psychomotricienne Virginie Pau, avec qui je travaille beaucoup sur ce sujet. Donc, voilà le projet Accompagnant. L'idée, c'est le plus précocement après une annonce diagnostique. Donc, comme disait Madame Compagnon, il y a nécessité de l'accompagnement avant, mais là, on est dans l'après. Comment on accompagne après? Donc, on propose deux modules qui sont 2 temps de groupe. Alors, pourquoi des temps de groupe? Parce que il y a certes le souci d'économie, de rassembler les familles, mais aussi parce qu'on va, à travers ces temps de groupe, on s'est dit, on va leur faire expérimenter d'emblée qu'est-ce que c'est qu'un groupe, que tous les patients ont expérimenté d'être en tête-à-tête avec leur médecin à un moment donné, donc ils imaginent un petit peu ce que peut être le support d'une relation individuelle. La plus-value d'un groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, le fait que ce soit un groupe, c'est peut-être un moyen pour eux de se rendre compte si finalement, ce serait pas mal un groupe pour moi de continuer sur cette modalité. Donc, on choisit le groupe. Le groupe, on l'a appelé les AS, accompagner vers l'autonomie et stimuler le développement et la communication. Donc, c'est 2 modules, 2 demi-journées. Donc, on fait ça mardi après-midi sur 2 heures, 2 fois 2 heures, un groupe de 10 personnes. Et c'est animé par un binôme soignant parents ressources. Voilà, on a une maman qui nous accompagne aussi, je dirais, sur la construction même, c'est-à-dire des slides. On lui a proposé des slides, elle a dit, ah non, ça ne va pas. Voilà. Et donc, par exemple, c'est elle qui nous a dit, il faut absolument commencer par réexpliquer les TSA. Donc, voilà, donc on commence par là. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'il y a dans ces 2 modules. Et donc, après ces modules, qui ont lieu à distance de environ 15 jours, voilà, minimum une semaine, maximum 3 semaines. Voilà. On va proposer on va interroger sur les parents, plus exactement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Plutôt un suivi, plutôt une guidance individuelle, plutôt continuer en groupe? Et puis, quelles sont vos priorités? Donc là, c'est plus facile, puisqu'on fait un petit questionnaire à la fin. Et puis on leur aura expliqué, bien sûr, les différentes propositions dont on dispose. Il n'est pas exclu que plus ce sera large, plus on expliquera les différentes propositions. Donc là, actuellement, on a expliqué PESDM, on a expliqué PACT, on a expliqué le groupe qu'on va réaliser, qui va être un groupe, en fait, un mix d'éducation thérapeutique et donc ce qu'on a l'habitude de faire à DPA, mais sur lequel on va implémenter davantage d'éléments autour de la motivation, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'entretien motivationnel. Voilà, alors peut-être par rapport à la CT, ce que je ne connais pas bien, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un moindre focus sur l'émotion et davantage un focus sur les mécanismes de mise en œuvre à l'action. Hein. Avec là aussi, quand même, on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des valeurs. Donc tout ça, c'est abordé. Et puis d'autres éléments, je crois que je vais slide après. Et puis pourquoi pas Ruby, puisque finalement on a été formé et que c'est très intéressant. Ça pourrait répondre à des besoins. Ce serait aussi d'autres propositions. Par exemple, les As continues, on se pensait proposer un groupe par mois pendant 6 mois. Et Ruby, c'est beaucoup plus rassemblé. Donc, et Ruby en groupe, puisqu'il y a une version groupe, ou Ruby en individuel. Donc, voilà, ce n'est pas exhaustif. L'idée, c'est d'organiser la proposition et de permettre aux parents de faire des choix. Alors, les choix, ce sera non seulement sur les modalités d'apprentissage, leurs souhaits,
leur disponibilité, mais aussi peut-être qu'au fil du temps va se dessiner sur le profil clinique de l'enfant, hein. Et alors, c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut avoir des informations des parents eux-mêmes. Beaucoup sont passés par les centres diagnostiques ou les plateformes niveau 2. Et donc, s'il persiste une difficulté dans le choix, une réflexion, ou alors si le parent s'engage dans une direction et puis on se dit, bah, quand même, peut-être, vu ce qui a été dit en groupe, il faudrait peut-être réfléchir à d'autres choses, on peut engager la discussion. Et donc, entre ce parcours et le choix définitif, il est tout à fait faisable d'être reçu par un membre de l'équipe pour discuter de ce choix. En tout cas, il faut que cet engagement soit préparé. La présence du parent ressource est fondamentale dans notre groupe. Alors dans l'expérience qu'on a, ça a été assez formidable et je crois qu'à chaque fois que ça se passe comme ça, c'est vraiment très riche. Moi, j'avais déjà l'expérience de cette présence des parents ressources dans les groupes réalisés, dont a parlé Madame Compagnon, par les centres sources. Euh, voilà, et donc ça, c'est vraiment un moteur, je pense, pour l'engagement parental. C'est des enjeux d'identification, les exemples qui sont donnés sont vraiment très intéressants. Et on a vraiment vu au cours des groupes des parents qui étaient un petit peu sur la réserve, qui finalement évoluent beaucoup, beaucoup en très très peu de temps, grâce à la présence du parent ressource et de ce que le parent ressource peut proposer comme exemple. Voilà, je vais arriver bientôt à la fin. Donc, ce groupe, les As, donc ça, je parle des 2 premiers modules. Donc, voilà comment il est conçu. Proposé, si possible, assez précocement après le diagnostic. On va proposer des connaissances. Alors, ça paraît court, hein, 2 fois 2 heures pour donner beaucoup de connaissances, mais on ne va pas approfondir. On donne beaucoup de références, si le parent veut approfondir, et puis après, il peut aller dans d'autres groupes, par exemple ceux organisés en Ile-de-France par le CRAIF. Mais disons, on assure le kit de base, voilà. Le kit de survie, que ce soit sur le TND en général, le TSA, mais aussi le développement d'enfants, parce qu'on pense que c'est très important que les parents comprennent bien où se trouve leur enfant, à quel niveau de développement, comment il interagit, parce qu'il a tel niveau de développement en langage, etc. Alors, je vous dis tel niveau de développement, c'est pas forcément un langage, on n'adopte pas un langage scientifique, hein, c'est vraiment très adapté au langage parent. Et pour ça, la parent ressource nous a été très utile parce qu'elle nous a un petit peu aiguillé sur la façon de présenter. On essaie de proposer un kit de base aussi, le kit de survie, pour les motiver d'emblée et se dire bah oui, on peut faire des choses, oui, il y a des choses qui marchent. Et déjà, souvent, entre la première et la deuxième session, on peut voir qu'il y a des parents qui ont utilisé des petites choses et qui ont vu que ça marchait. Et même s'ils ne l'ont pas fait, les témoignages et les vidéos de parents ressources sont assez évidents pour eux. Donc, le kit de base relationnel, c'est l'importance du jeu. Alors, on a vu que selon les cultures, ce n'est pas forcément évident. Et aussi des cultures familiales, hein, où le jeu n'est pas forcément prioritaire. Observer. On entraîne les parents à l'observation. On a une petite technique pour les entraîner à observer, leur montrer que, bah, en fait, c'est pas facile d'observer. Voilà. Suivre. Voilà, c'est soft, hein, on ne va pas approfondir, mais leur donner un petit peu cette explication que j'ai donnée tout à l'heure, pourquoi il ne faut pas rediriger l'attention de l'enfant. Et imiter, on sait très bien l'impact fort de l'imitation. C'est un groupe, on pense très fort que le groupe a un impact, hein, et que c'est très important qu'il y ait la pensée de groupe, que ça facilite les choses, ça facilite l'acceptation, hein, de toutes ces nouvelles notions. Le présentiel, alors vous imaginez bien que comme on a commencé l'année dernière, le Covid a un peu interrompu notre élan, et la présence du parent ressource, je l'ai déjà dit. Et puis surtout la motivation. Donc en fait, on va essayer de faire dans nos groupes, que ce soit les AS ou les AS continus, un tiers d'information, un tiers d'expérientiel, jeux, surtout des jeux d'ailleurs. Et ça, c'est très important parce que quand c'est un peu un tournant, hein,
Quand le parent se met à jouer, bah, déjà il comprend, il se met plus au niveau de l'âge de son enfant. Et ça débloque pas mal de choses. Donc un tiers d'informations donc sur les repos et tout ce qui est légitimé par l'EPM, et un tiers d'expérientiel au sens large, et un tiers de travail de la motivation au sens de l'entretien motivationnel. C'est l'équilibre qu'on essaye d'organiser. Juste des petites notions sur l'entretien motivationnel de groupe. Alors, nous, on a été formés à l'entretien motivationnel de toute l'équipe. Ça a été 2 temps de formation, ça a été assez intensif. Et puis, on se base aussi sur la pratique de l'entretien motivationnel en groupe. Il y a des choses qu'on retrouve de tous les groupes, donc je ne vais pas détailler. Hein, voilà, comme par exemple, c'est beaucoup plus facile pour une personne d'accepter l'avis du groupe entier. Hein, il le fait si plus facilement. Donc ça, on va l'utiliser. Hein, là aussi, on ne va pas forcément donner des solutions, un peu sur le modèle du PACT. On va, dans le même type de questionnement socratique, faire en sorte que le groupe aboutisse à des conclusions qui ont plus de chances d'être acceptées par les parents. Un focus sur le changement positif, évidemment. Hein, là aussi, ce sont les expériences positives, notamment des parents ressources et des familles. Elles vont aussi parler de leurs expériences. On va se centrer sur le discours de changement, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. On va privilégier l'expérience. Enfin voilà. Donc c'est vraiment un mix. Alors peut-être ce qui manque effectivement, c'est toute cette dimension émotionnelle. Alors je te dire que les premières expériences qu'on a eues, là, des premiers modules, on a des parents qui étaient arrivés assez stressés, assez contractés, assez dans leur coin, et qui à la fin du deuxième module étaient beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Alors, avec un mix, je dirais, un jeu d'identification avec les autres, la détente par le jeu aussi. Et puis, c'était assez, j'allais dire un mot, c'était assez mignon de voir comment le parent ressource allait accompagner ce parent-là et comment, finalement, dans l'activité qui était proposée, être accompagné par le parent ressource, c'était un jeu de coloriage. Bref, était vraiment un très très bon support. Voilà. Et puis encore une fois, ils peuvent nous voir en consultation unique, bien sûr, parce qu'on n'a pas de suivi, s'ils ont des questions à l'issue de ces 2 groupes. Le retour d'expérience, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de monde, hein, puisque malheureusement il y a eu le Covid, et qu'on a maintenu le présentiel coûte que coûte. Donc on a eu 3 sessions. Et on s'est beaucoup interrogé sur comment on allait informer les familles de ce groupe. Donc, on a fait par mailing. Vous voyez, on a eu un retour d'environ 36%, ce qui n'est pas si mal dans ce contexte-là. Donc, il y a eu essentiellement des mailings. En regardant un petit peu ce qui s'est passé, j'ai essayé de voir s'il y avait des différences, pas des différences entre ceux qui étaient venus et ceux qui n'étaient pas venus. J'ai rien trouvé de probant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence. L'âge moyen diagnostic, globalement, c'était 30 mois. Le délai moyen entre l'annonce diagnostique et la proposition, c'était environ 4 mois. Donc, on n'a pas réussi à être super, super rapide. Enfin, 4 mois, c'est pas non plus hyper loin. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. La moyenne, ça, intéressant quand même, la moyenne était plus courte pour ceux qui sont venus. C'est-à-dire que ceux qui sont venus, c'était dans les 2 mois qu'on les avait vus. Que ce soit nous ou que ce soit le niveau de 1. Nous, je dis pédiatrie niveau 3. Et c'était plus long. Donc, on voit que plus on s'éloigne, plus c'est difficile de leur proposer ces modalités. Donc, on a essayé aussi le système de relance. Donc, on s'est dit, bon, ils ne viennent pas la première fois, peut-être qu'ils vont venir la seconde. Donc, on a continué et on va continuer comme ça. C'est-à-dire que tant qu'ils ne nous répondent pas, on a assez de bonnes propositions. On continue à envoyer les mails, bien sûr, on leur a demandé la fin. Ils ont donné l'autorisation pour le mail. Hein. Voilà. Et finalement, comme ça, on a pu avoir une ou 2 familles qui sont venues après le 3e envoi de mail. Voilà, donc un petit résumé rapide en guise de conclusion de ce que je voulais vous présenter. Donc on est en cours, hein, et puis c'est ouvert, puisque si on fait Ruby, on va proposer Ruby, donc on va expliquer ce qu'est Ruby. Voilà, on a repéré un groupe qui est très intéressant aussi dans une structure partenariale, donc on va proposer la fin, etc.
Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces nouvelles propositions répondent à la fois aux besoins des enfants et aux attentes des parents, qu'il est quand même intéressant de proposer une offre large et modulée. Donc la question pour nous, c'est d'organiser cette modulation, de donner les moyens aux parents de choisir sur les différents plans, ce qui n'est pas si simple. Et puis enfin, retenir que l'ambivalence, elle est normale, on la travaille, mais c'est tout à fait normal. Et puis au final, et ce qui est comment dire, le leitmotiv de cette journée, hein, c'est que la question n'est plus de savoir quoi enseigner aux parents, hein, mais c'est comment on le fait, à quel moment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais dire un grand merci donc, à la CAP des Yvelines, mais aussi à toute l'équipe d'IPA, les équipes de la filière TND-TSA, du service de professeur Speranza, aux mamans ressources, parce que franchement, elles font un très bon partenariat, et puis bien sûr l'équipe de Lyon. Voilà, grâce à elles, on a pu se former un rugby. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est une bonne question. En fait, on a la grande chance, comme je vous l'ai expliqué dans l'unité d'IPA, on a formé des parents au PSDM. Et donc, sur l'ensemble de ces parents, il se trouve qu'il y a une maman très compétente à qui on a simplement proposé de nous accompagner dans ce projet et qui a tout de suite répondu avec enthousiasme, elle fait tout avec enthousiasme, donc elle a répondu avec enthousiasme. Alors, pour la question du financement, elle n'est pas encore réglée, mais elle est en voie de l'être. Donc, on a demandé à notre hôpital si c'était possible. Et ils nous ont dit oui. Après, voilà, ils ne sont pas salariés. Après, je ne suis pas spécialiste. C'est des. Oui, alors c'est je trouve plus clair. En fait, on leur donne une somme pour compenser, par exemple, la garde de leur enfant, des choses comme ça. Voilà. Et puis par la suite, alors bien sûr, il faut dire que ce sont des enfants qui étaient suivis et qui sont partis de l'unité. Hein, on ne le fait pas avec les parents qui sont dans l'unité. Et là, il y a une autre famille, donc l'enfant est parti dernièrement, donc les compétences aussi. Proposer une deuxième maman qui a tout de suite dit oui. Alors pour l'instant, on n'a pas de problème de recrutement, c'est ça l'idée. C'est qu'à chaque fois, on a ciblé des parents qui étaient enthousiastes. Et donc, la première maman coach, la seconde, enfin, c'est vraiment juste super. Et donc, peut-être le petit bémol, c'est que ce sont deux mamans qui ont été formées au PESDL. Maintenant, on voudrait quelqu'un formé au PACT. Bon, voilà. Je pense qu'on va y arriver aussi. Donc voilà. Et c'est très aidant, vraiment, pour proposer comment dire, pour voir ce qu'on va proposer, puisque les mamans nous aident à construire. On a notre idée professionnelle, il faut le regard des parents. Voilà.